Je m'appelle Malin Carter. J'ai 34 ans. Et le mois dernier, je me tenais au fond d'une chapelle, regardant ma petite sœur épouser l'homme qui était autrefois mon fiancé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai même pas porté de noir. Je me tenais simplement là, dans une robe bleu marine dont il m'avait dit un jour qu'elle me donnait l'apparence de la vérité. Tout le monde pensait que j'étais venu pour prouver quelque chose. Peut-être que oui. Peut-être que je voulais juste le regarder dans les yeux une dernière fois et voir s'il tressaillirait encore. Sienna, ma sœur, était radieuse. Bien sûr qu'elle l'était. Elle sait toujours comment briller quand c'est important. Et Caleb, il avait le même air que toujours lorsqu'il me mentait, calme, magnifique, presque convaincant. Ils m'ont tout volé. Ma relation, le respect de ma famille, ma paix. Mais ils ne pouvaient pas voler ce qu'ils n'ont jamais compris. Je n'ai pas besoin d'une scène pour être puissante. Je n'ai pas besoin d'applaudissements pour avoir raison. Alors, quand le prêtre a dit « Consentez-vous à prendre cette femme » et que Caleb s'est tourné non pas vers elle, mais vers moi, l'air a semblé quitter la pièce. Sa voix s'est brisée. « Ce n'est pas toi que j'aime. » À cet instant, le temps a volé en éclats. Sienna s'est figée. Des hoquets de surprise ont résonné. Et pour la première fois en 2 ans, j'ai expiré. Non pas parce que j'étais brisé, mais parce que le mensonge s'était finalement brisé le premier. J'ai rencontré Caleb Walsh un mardi, sous la lumière vacillante d'un néon dans le bureau de l'urbanisme. J'étais là pour contester un litige de zonage pour l'un de mes projets de design à but non lucratif, un jardin communautaire destiné aux quartiers à faible revenu. Il était le conseiller juridique principal de la ville, vêtu d'un costume gris, de lunettes élégantes et de cette sorte de confiance calme qui rendait les gens nerveux sans qu'ils sachent pourquoi. Je ne suis pas tombée amoureuse de lui ce jour-là. Je l'ai remarqué, c'est tout. Mais il s'est souvenu de mon nom. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un courriel. J'ai adoré votre présentation. Voudriez-vous prendre un café un de ces jours et m'en dire plus sur l'agriculture verticale? J'ai souri à l'écran pendant une bonne minute avant de répondre. Il ne se contentait pas de flirter. Il était curieux, et on ne m'avait pas vu de cette manière depuis longtemps. Nous avons commencé à sortir ensemble. Il posait des questions sur mon travail, se souvenait des détails, écoutait. Je me souviens avoir pensé, ça pourrait être lui. L'homme qui n'a pas besoin que je me fasse toute petite. Quand je l'ai ramené à la maison pour Thanksgiving, mes parents étaient ravis. Pas pour moi. Non, ils étaient ravis parce qu'il était impressionnant, instruit, raffiné, un futur juge, peut-être. Ma mère riait un peu trop fort à ses blagues. Mon père lui a serré la main 2 fois, et ma sœur, Sienna, a battu des cils et a dit « Tu es très élégant, Caleb. » J'ai balayé ça d'un rire. Sienna a toujours été comme ça, séductrice, enjouée, le genre de fille qui pouvait conquérir une pièce juste en y entrant. Elle avait 3 ans de moins que moi et avait transformé son audience sur les réseaux sociaux en un empire de la beauté. Des lignes de gloss, des retraites sponsorisées, et même une conférence TEDx sur « Comment assumer son éclat ». Je l'aimais. Vraiment. Mais il y a eu des années, des pans entiers de notre enfance, où je me sentais comme la tapisserie de son histoire. Elle était la préférée, l'étincelle. J'étais la pragmatique, celle qui arrangeait tout. Pourtant, je lui faisais confiance. Je lui faisais confiance à lui. Quand Caleb m'a demandé en mariage sur le toit du nouvel immeuble de mon cabinet, j'ai dit oui avant même qu'il ait fini sa question. La bague était parfaitement à ma taille. Cette nuit-là, nous avons dansé seuls dans mon salon, sans musique, juste ses mains sur ma taille et le sentiment que peut-être, juste peut-être, j'étais suffisante. Une semaine plus tard, j'ai trouvé le message. Je réservais nos photos de fiançailles sur son ordinateur portable quand l'écran a affiché « Sienna, je sais que tu essaies, mais arrête de faire semblant. » Je ne vais nulle part. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai cliqué. La conversation était longue, enjôleuse, familière, trop familière. Rien d'explicite, mais émotionnellement proche. Plus proche que n'importe quelle sœur ne devrait l'être du fiancé de sa sœur. Je l'ai confronté. Il a juré qu'il ne s'était rien passé. Qu'elle se comportait de manière immature. Qu'il ne lui répondait pas de cette façon. Que j'étais paranoïaque. Je voulais le croire. J'avais besoin de le croire. Alors, j'ai pris une décision que je regrette encore, j'ai laissé tomber. Je n'ai pas questionné Sienna. Je n'ai pas insisté.
J'ai enfoui la douleur sous la planification du mariage et les listes d'invités. Mon thérapeute appelle ça de l'autoprotection émotionnelle. Moi, j'appelle ça se mentir à soi-même avec un joli voile. 3 mois plus tard, Caleb a commencé à annuler nos projets. Il disait qu'il était sous pression. Qu'on devrait mettre le mariage en pause. Puis un vendredi soir, il m'a fait asseoir avec un sang-froid parfait et a dit « Je pense qu'on a besoin d'espace. » Ça ne fonctionne pas, pas de drame, pas d'explication, juste le silence. La semaine suivante, il a déménagé. La semaine d'après, je l'ai vu identifié dans une des stories Instagram de Sienna, sa main sur son épaule, avec la légende « Certaines choses semblent inévitables ». Mon cœur ne s'est pas brisé. Il s'est effondré en silence, comme un gouffre que personne n'a remarqué jusqu'à ce qu'il engloutisse la route. Personne dans ma famille n'a appelé pour prendre de mes nouvelles, pas même ma mère. 2 mois plus tard, j'ai quitté l'appartement que nous partagions, j'ai fermé mon cabinet privé et je suis retourné dans un ancien espace de bureau que j'avais autrefois conçu pour des refuges et des logements de transition. J'ai construit des murs. J'en ai abattu d'autres. J'ai enterré la robe de mariée au fond de mon placard et j'ai arrêté de mettre du mascara. Je me suis dit, voilà à quoi ressemble la survie. Je ne le savais pas à l'époque, mais la survie n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début de la tempête qui, un jour, ferait tout éclater au grand jour. C'était un dîner du dimanche, une de ces réunions de famille forcées et semestrielles où tout le monde agit comme si rien ne s'était jamais passé. J'ai failli ne pas y aller. Je venais de finaliser les plans pour un complexe de logement de transition, et j'étais épuisé. Mais maman a appelé et a dit « Nous serons tous là, même Sienna ». Ça signifierait beaucoup. C'est drôle comme la personne qui a mis ma vie en pièces avait encore droit à une annonce digne d'une invitée de marque. Je portais un pantalon gris et une chemise boutonnée, le genre de tenue qui me faisait me sentir blindé. Sienna est arrivée en retard, comme toujours, drapée dans une robe en soie crème et cet éclat signature qu'elle avait monétisé à la perfection. Caleb n'était pas avec elle, et pendant une fraction de seconde, j'ai expiré. Peut-être que c'était fini. Peut-être qu'elle avait réalisé que ce qu'ils avaient fait n'était pas de l'amour, juste de la vanité mutuelle. Mais ensuite, au dessert, elle a posé sa fourchette, a levé son verre et a dit « J'ai une nouvelle à vous annoncer ». Maman a applaudi comme un phoque avant même que l'annonce ne soit faite. Papa s'est raclé la gorge. Je me suis préparé. Nous sommes fiancés, a dit Sienna, rayonnante. Caleb et moi, nous nous marions ce printemps. Silence, puis des applaudissements. Des applaudissements littéraux de la part de mes propres parents. Ma mère s'est levée d'un bond pour la serrer dans ses bras. Mon père s'est levé pour serrer la main d'un Caleb invisible, comme pour bénir une union bâtie sur la trahison. Et moi? Je fixais juste la tarte au chocolat dans mon assiette, soudain trop amère pour être avalée. Personne ne m'a regardé. Personne m'a dit, ça va? Personne n'a même reconnu ce que c'était. C'était comme si j'avais été officiellement effacé de la narration de ma propre vie. Après le dîner, je suis parti plus tôt. En ouvrant la porte d'entrée, j'ai entendu maman dire « Je suis si contente que Caleb ait fini avec la bonne sœur. » La bonne sœur. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai conduit jusqu'à mon studio, j'ai allumé absolument toutes les lumières et j'ai sorti les plans du projet sur lequel je travaillais depuis des mois, un refuge pour femmes avec une garderie intégrée, des jardins sur le toit et une cuisine communautaire. J'ai travaillé jusqu'à l'aube, non pas parce que j'avais une échéance, mais parce que j'avais besoin de quelque chose pour me rappeler que je comptais encore. Au cours des semaines suivantes, le mariage a envahi la conversation de groupe de la famille, essayage de robe, choix du lieu, option de hashtag pour les réseaux sociaux. Je n'ai jamais répondu. Finalement, ils ont cessé de m'ajouter. Je me suis dit que j'en avais fini de faire mon deuil, fini d'avoir besoin de tourner la page. Mais en vérité, je gardais toujours un œil sur le calendrier. Je me souvenais encore du jour où Caleb m'avait dit pour la première fois qu'il m'aimait. Je portais encore la bague sur une chaîne autour de mon cou certaines nuits, non pas parce que je voulais qu'il revienne, mais parce que je ne savais pas quoi faire de cet écho. Puis, un après-midi, une enveloppe de couleur crème est apparue dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, juste de la calligraphie sur le devant, Améline, avec l'amour de la future Madame Walsh. À l'intérieur se trouvait le faire-part de mariage. Papier cartonné épais, dorure à la feuille, gaufrage, et un mot manuscrit de Sienna, « J'espère que tu as assez mûri pour célébrer avec nous. On se voit là-bas. » Mes doigts tremblaient. Pas de colère,
juste du poids de la chose, de l'audace, de la performance. Ce soir-là, j'ai rendu visite à ma grand-mère. C'était la seule personne de ma famille qui n'avait pas choisi un camp. Elle a ouvert la porte, a vu l'enveloppe dans ma main et n'a même pas posé de questions. Elle m'a juste serré dans ses bras. Autour d'un thé, je lui ai demandé, est-ce que je devrais y aller? Elle a bu une gorgée lentement. En as-tu envie? Non, ai-je murmuré. Mais en as-tu besoin? J'ai levé les yeux. Elle a posé sa tasse et a dit, parfois, se tenir dans la pièce d'où ils ont essayé de t'effacer est la déclaration la plus forte que tu puisses jamais faire. Je suis rentré chez moi, j'ai enlevé la chaîne avec la bague et je l'ai déposée dans une boîte non pas pour faire mon deuil, mais pour l'enterrer. Parce que si j'allais à ce mariage, je n'y allais pas en victime. J'y allais en témoin. Et parfois, c'est plus puissant que la vengeance. Le matin du mariage, je me suis réveillé avant le lever du soleil. Je ne l'avais pas prévu. Je n'avais même pas mis de réveil. Mais d'une manière ou d'une autre, mon corps savait que c'était le jour où le mensonge rencontrerait la lumière. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai laissé l'air froid frapper ma peau. Il semblait honnête. La robe que j'ai choisie n'était pas spectaculaire. Pas de décolleté plongeant, pas de velours noir de vengeance, juste une simple robe fourreau-marine, taillée aussi précisément que les lignes des bâtiments que je dessinais avant d'apprendre avec quelle facilité les fondations se fissurent. J'ai attaché mes cheveux en arrière, j'ai porté des chaussures plates et j'ai glissé une petite carte dans ma pochette. Ce n'était pas un discours. Ce n'était pas un plan. C'était une seule phrase que j'avais écrite la nuit où j'avais reçu l'invitation, une phrase dont je n'étais même pas sûr d'avoir besoin, je te vois. Je t'ai survécu. Et je ne te dois rien. L'église était magnifique. De hauts plafonds, des vitraux, une musique qui résonnait comme quelque chose de sacré ou trop sacré pour ce qui allait se passer. Je me suis glissé dans un banc près du fond. Personne ne m'a vu au début. Ils étaient trop occupés à admirer les sculptures de glace, les compositions florales soignées, les influenceurs des réseaux sociaux qui diffusaient en direct depuis l'allée. Puis Caleb est entré. Il avait l'air plus vieux, pas fatigué, juste plus lourd, comme quelqu'un qui traîne des chaînes que lui seul pouvait sentir. Il saluait les invités, souriait poliment, mais ses yeux ne cessaient de balayer la salle. Je savais qui il cherchait, et quand son regard a finalement atterri sur moi, je n'ai pas détourné les yeux. Son visage a légèrement changé. Un souffle s'est coupé. Un clignement de paupières trop long. Et puis il s'est retourné vers l'avant. Sienna est entrée en dernier. Bien sûr. Les orgues ont résonné, les invités se sont levés, les appareils photos ont crépité. Elle a glissé le long de l'allée comme une reine en exil, une reine des choses empruntées, la beauté, l'attention, et même l'homme à l'autel. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas la robe ou la cérémonie. C'était le regard qu'elle m'a lancé en passant. Elle m'a vu, et pour la première fois depuis que toute cette histoire tordue a commencé, elle a eu l'air d'avoir peur. La cérémonie a commencé. Les vœux ont été lus. Les écritures récitées. Les alliances bénies. Je pensais que j'allais me sentir mal. Je pensais que j'allais vouloir m'enfuir, mais non. Je me sentais calme. Immobile. Comme si j'étais exactement là où je devais être. Puis le moment est venu. Le prêtre s'est tourné vers Caleb. Caleb Joseph Walsh, consentez-vous à prendre cette femme, Sienna Grace Carter, pour votre légitime épouse? Une pause. Si brève que je l'ai presque manqué. La mâchoire de Caleb s'est crispée, ses mains ont tremblé. Sienna lui a serré le bras, puis il s'est tourné non pas vers elle, vers moi. Toute la salle a suivi son regard. Les têtes se sont tournées, des murmures se sont élevés, mon souffle s'est coupé. Il a ouvert la bouche, et tout est devenu silencieux. La voix de Caleb n'est pas venue tout de suite. Il est resté là, tenant toujours les mains de Sienna, me regardant droit dans les yeux comme si toute l'église avait disparu. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles, mais mon corps est resté parfaitement immobile. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas respiré. Puis, doucement, il l'a dit. Ce n'est pas toi que j'aime. Au début, les gens ont cru avoir mal entendu. Quelques invités ont même ri nerveusement. Le prêtre, que Dieu le bénisse, avait l'air de quelqu'un à qui l'on venait de retirer le tapis de sous les pieds après une vie de cérémonie répétée. Mais Sienna savait exactement ce qu'il voulait dire. Elle s'est raidie. Quoi, a-t-elle murmuré, sa voix assez tranchante pour couper du marbre.
Caleb s'est lentement retourné vers elle. J'aurais dû te le dire il y a des mois, a-t-il dit. Tu ne m'as pas volé. Je me suis laissé aller avec toi parce que j'étais faible. Parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Sa mâchoire est tombée. Tu es sérieux? Tu fais ça maintenant? Il a hoché la tête. J'ai aimé Méline. Je l'aime encore. Je ne pensais juste pas la mériter. Des hoquets de surprise ont parcouru les bancs. Quelqu'un a laissé tomber un téléphone. Le photographe s'est figé en plein clic. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, mais je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Je n'étais pas là pour le sauver. Je n'étais pas là pour réclamer quoi que ce soit. J'étais là pour être témoin. Sienna a secoué la tête, riant d'incrédulité. Tu te moques de moi. Elle a regardé la foule, puis est revenue à lui. Tu me mets dans l'embarras devant tout le monde. Caleb a reculé d'un pas, je me mets dans l'embarras depuis 2 ans. Et sur ce, il a enlevé sa boutonnière, l'a posée sur l'autel et a quitté l'estrade. Il ne s'est pas dirigé vers moi. Il est juste parti. Sienna est restée figée à l'avant, son bouquet pendant mollement dans ses mains, son maquillage parfait commençant à se craqueler, non pas à cause des larmes, mais de la fureur de quelqu'un qui vient de perdre le contrôle de l'histoire. Elle s'est tournée vers moi. Tu crois que tu as gagné? Sa voix a retenti dans le silence, assez fort pour que le microphone la capte. Je me suis levé lentement. Mes genoux ne tremblaient pas. Ma voix n'a pas vacillé. Il n'y a jamais eu de jeu, ai-je dit. Seulement un mensonge. Et il s'est finalement trahi lui-même. C'était tout. Pas de drame, pas de suffisance, juste la vérité. J'ai descendu l'allée tandis que les invités s'écartaient comme l'eau. J'ai senti leurs regards, leurs chuchotements, leur téléphone essayant de me suivre jusqu'à la sortie, mais je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, l'air était froid et pur. J'ai expiré si profondément que j'ai eu l'impression d'arracher un clou de ma poitrine. Caleb était introuvable. Tant mieux. Il ne s'agissait plus de lui. Il ne s'agissait même plus de Sienna. Il s'agissait de moi. Pendant des années, j'avais été celle qui essayait de maintenir la paix, d'être compréhensive, d'être la plus mature. Mais une paix bâtie sur le silence n'est pas la paix. C'est une capitulation. Et j'en avais fini de capituler. En descendant les marches de l'église, j'ai vu une petite fille qui tenait la main de sa mère, me regardant dans ma robe bleu marine. Elle a souri. Je lui ai souri en retour. Ce sourire signifiait plus qu'un millier d'excuses. Je n'ai pas eu de nouvelles de Caleb après le mariage. Pas d'excuses, pas de message tard dans la nuit essayant de réécrire la fin. Juste le silence. Et cela, à sa manière, était une réponse. Je me suis plongé dans le projet de logement de transition. Nous avons commencé les travaux 2 jours après le mariage. Et je me suis présenté chaque matin avec une détermination, casque de chantier, café, plan sous un bras, question dans l'autre. Nous avons construit plus vite que prévu, peut-être parce que j'en avais plus besoin que je ne l'admettais. Brique par brique, quelque chose de nouveau a commencé à s'élever. Quelque chose d'honnête. Puis, un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé un paquet devant ma porte. Petit, carré, sans étiquette. À l'intérieur se trouvait la bague, celle que Caleb m'avait donnée sur un toit, à l'époque où les promesses ressemblaient encore à un abri. À côté, un mot de son écriture, tu étais la boussole. Je n'ai pas eu le courage de la suivre. Je n'attends rien. Je ne pouvais simplement pas garder ce que je n'avais jamais vraiment mérité. J'ai plié le papier. Pas de larmes, pas de sourire, juste une immobilité. Le lendemain matin, j'ai apporté la bague à l'équipe de collecte de fonds du refuge. Nous l'avons vendue aux enchères lors de notre gala annuel et avons récolté assez d'argent pour meubler 4 nouvelles chambres, remplacer la chaudière et démarrer un potager dans la cour. Tourner la page n'est pas toujours poétique. C'est parfois simplement pratique. Quelques semaines plus tard, j'ai donné une conférence lors d'un colloque sur l'urbanisme. Le sujet était « Les structures de la sécurité ». Mais ce dont j'ai vraiment parlé, c'était de la mémoire. Comment les bâtiments la portent. Comment les femmes la portent aussi, surtout celles, silencieuses, qualifiées de froides, distantes ou difficiles simplement parce que nous refusons de mettre en scène notre douleur. Après, une jeune femme d'une vingtaine d'années s'est approchée de moi. Elle a dit, j'ai vu cette vidéo du mariage quand il s'est retourné et a dit ça.
Mais vous n'avez pas dit un mot. Vous êtes juste resté là. J'ai hoché la tête. Ce silence, autrefois confondu avec la faiblesse, était devenu une forme de pouvoir. Le refuge a ouvert par un matin nuageux de mars. Pas de grande inauguration, juste une nouvelle clé dans chaque main, un lit frais, et une seule règle sur le mur, tout le monde à sa place. Grand-mère a pleuré quand elle a vu son nom sur la fresque des remerciements. Sienna n'est pas venue, mais je n'étais pas surprise. Sa vie en ligne s'était calmée. Moins de selfies, plus de publications vagues sur les parcours de guérison, et apprendre à faire confiance à nouveau. Puis un après-midi, elle s'est présentée à mon bureau. Sans maquillage, sans glamour, juste elle. Les cheveux attachés en arrière, un dossier à la main. Elle avait l'air nerveuse. J'ai entendu dire que vous aviez besoin de bénévoles, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. J'ai déjà donné des formations sur la confiance en soi, présentation, posture, projection de la voix. Je me suis dit que peut-être que je pourrais aider quelqu'un d'autre à retrouver ses repères. Elle a posé le dossier. Je ne demande rien. Je l'ai fixé un instant. Elle avait l'air humaine. Pas une marque, pas une rivale, juste une femme essayant de faire quelque chose de bien. Je lui ai tendu le formulaire de bénévolat. Elle l'a rempli en silence. Maintenant, une fois par semaine, Sienna vient et anime un petit atelier. Les femmes l'apprécient. Elle les aide à se tenir droite quand elles parlent. Elle ne me mentionne pas. Elle ne demande pas de remerciements. Elle se présente, c'est tout. Et peut-être que c'est suffisant. Un soir, je me promenais dans les couloirs du refuge après la fermeture. Les lumières étaient tamisées, des voix douces s'échappaient de derrière les portes closes. Quelque part dans le couloir, quelqu'un fredonnait. Au bout du couloir, il y a une fresque des vagues bleues, un fil d'or et un ciel qui s'ouvre comme une respiration. Au centre, il y a des mots que j'ai peints moi-même, je te vois. Je t'ai survécu. Je ne te dois rien. Ces mots n'étaient pas destinés à Caleb, ni même à Sienna. Ils étaient pour moi. Pour la femme qui pensait autrefois que la survie exigeait le silence, qui croyait que l'amour signifiait se faire toute petite, qui pensait que l'immobilité était synonyme de honte. Plus maintenant. Maintenant, je sais que l'immobilité peut être une force. Le silence peut être une clarté. Et s'en aller sans explication est parfois la vérité la plus retentissante que l'on puisse dire.